Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce webinaire sur Vivo Vojo. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse. Et je ne vous cache pas que ce soir, je suis vraiment émue parce que nous allons partager ensemble avec notre invité. Et cet invité, avec lui, j'ai un double lien. Ce double lien, nous avons été ensemble dans une ancienne vie journalistique. Nous étions tous les deux à France Télévisions. Et il y a un lien aussi dans notre vie d'aujourd'hui avec Thierry, puisque vous le connaissez très bien, il anime ici des webinaires sur Vivo Vojo. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laura, bonsoir à tous. Comment ça va ? Comment te sens-tu dans cet espace que tu connais bien quand même ? Ah ben voilà, simplement je suis de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté de la caméra. Et oui, mais ça fait du bien aussi de se retrouver de l'autre côté. Tu n'es pas dans le même rôle. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'on se laisse guider et ça, c'est vraiment adorable. On va passer 1h15 ensemble, je vous le rappelle. Dites-nous un petit peu dans le chat d'où vous venez, où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes ailleurs? Comment vous vous sentez ce soir? On va passer ce moment, ça va être un moment de partage, ça va être un moment de consécration à la langue et au fait de bien s'exprimer, de bien parler. Alors pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, Thierry, je rappelle que tu as été, je l'ai dit tout à l'heure, journaliste, tu as passé plus de 40 ans chez RTL, France Télévisions et plein d'autres médias aussi. Et tu as quitté, toi, ce monde journalistique en 2018 pour aller vers cette aventure qui est la tienne, te consacrer finalement à véritablement ta passion. Et ta passion, on le sait, c'est l'art oratoire. Ta passion, c'est la sémantique. Ta passion, c'est l'éloquence. Alors aujourd'hui, tu sillonnes la France, tu écris, tu étudies, tu formes des gens, tu donnes des conférences. Alors avant de nous donner quelques secrets justement, et les secrets qui font qu'on est une bonne oratrice, un bon orateur, qu'on sait bien s'exprimer en public, j'aimerais disséquer avec toi ce terme. Qu'est-ce qu'une bonne parole pour toi, pour commencer ? Alors, il y en a d'autres. C'est Caton l'Ancien qui définit l'orateur. C'est vir bonus et dicendi peritus. Donc, c'est l'homme de bien, et c'est ça qui est important. C'est l'homme de bien qui maîtrise l'art de la parole. Et ce qui est important dans maîtrise l'art de la parole, c'est d'abord l'homme de bien. Qu'est-ce qu'un homme de bien ? Oui. Et ça, c'est important. Donc, pour répondre à qu'est-ce qu'une bonne parole, il faut d'abord voir la personne en question. Pourquoi vais-je prendre la parole ? Est-ce que je vais prendre la parole par ruse ? Est-ce que je vais prendre la parole pour tromper ? Est-ce que je vais prendre la parole pour avoir des effets qui sont des effets presque manipulatoires ? Ou bien, est-ce que je vais y mettre de la sincérité ? Et voilà. Eh bien, ça, c'est un débat qui nous traverse depuis 2500 ans. Il ne date pas d'aujourd'hui. On en voit encore les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'une bonne parole ? Je termine sur la chose. Parler, c'est entrer en relation. Entrer en relation avec l'autre par les mots. Jusque-là, je n'ai rien dit de particulier, sauf que je viens d'utiliser maintenant un mot qui est le mot relation. Et relation vient du latin relatio. Et relatio, dans sa première acception, très facile, très rapide, c'est un petit rapport administratif que l'on délivrait au Sénat. Et la deuxième acception est très jolie, c'est une narration, c'est un récit, c'est une histoire, ce qui signifie ceci. Entrer en relation avec quelqu'un par la parole, c'est commencer une histoire avec la personne. Alors, ça peut être une histoire professionnelle, ça peut être une histoire qui est personnelle. Mais à chaque fois, vous voyez donc que ici, il va y avoir, bien avant l'usage des mots, on voit bien d'abord qu'il y a la personnalité de celle ou de celui qui parle, et puis qu'il y aura celles et ceux qui écoutent. Mais qu'entre les deux, il va se passer quelque chose. C'est ce quelque chose qui est important. Allez, je prends encore 30 secondes, Laura. C'est important comment ? C'est important comment ? Alors, il y a tout d'abord la parole, je dirais, un pour un. Je vais te dire, Laura, assieds-toi sur ce fauteuil rouge. Et tu t'assieds sur le fauteuil rouge. L'action a été précisée et l'objet aussi. On a un ratio total, un pour un. Tout ce que j'ai dit est accompli. Maintenant, voici la parole 1 pour 0. Sois heureuse. Et je vais le répéter 1000 fois.
cela ne changera rien du tout. Pourtant, le terme est clair, l'injonction est parfaite, et l'espérance aussi, et ça ne change rien. Et puis nous avons la parole 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 1000. Que faut-il donc dire à nos enfants, ou bien dire à des collaboratrices, collaborateurs, dire à des joueurs de football, à une équipe? Que faut-il donc dire pour, par exemple, motiver les personnes, allumer une flamme qui serait une flamme de conviction et qui conduirait simplement à l'action, qui permettrait aux personnes de s'investir dans un projet et de partir ensemble, qui permettrait à votre enfant d'être motivé à son tour et de partir vers l'action qu'on lui demande de faire. Mais il y part avec une motivation intrinsèque. Waouh! Là, c'est quand même différent. Et là, on voit bien que les mots, mais ils ont une puissance redoutable, puisque ici, on obtient une parole qui est séminale, une parole qui va féconder un sentiment, une envie, un moteur, une flamme, qui va créer bien autre chose que ce que les mots ont voulu dire. C'est quand même remarquable. Là, on est 1 sur 4500, puisqu'il y a plus de 4500 personnes qui sont inscrites ce soir. Merci infiniment de votre fidélité. Ça nous fait vraiment plaisir, Thierry comme moi et toute l'équipe évidemment de Vivo Vojo, pour d'être là, d'être ensemble, de partager de la connaissance, partager du contenu à chaque fois. À chaque fois, c'est ça. On a des orateurs exceptionnels, on a des personnes qui sont là et qui nous donnent vraiment leur savoir-faire, bien sûr, mais aussi leur savoir-être. Tu as utilisé une expression que j'aime beaucoup. Tu dis, on va commencer une histoire ensemble. C'est ça, la parole. Donc, j'espère qu'on va avoir ce lien-là, tous ensemble, commencer cette histoire. Et je te propose justement qu'on démarre avec ça. On sait que les grands orateurs avaient une parole majestueuse, avaient une magnifique parole, avaient une parole impactante. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots et nous dire quels étaient finalement leurs points communs à tous ces grands orateurs que tu connais bien parce que tu les as étudiés et il y a plein de choses que tu as envie de nous dire là-dessus. Le point commun, c'est assez simple, hein. Ce sont des artistes. Le point commun, c'est le beau. C'est juste la beauté. Donc, ils vont travailler la musicalité du verbe, ils vont travailler la mélodie de la parole. C'est vers cela qu'ils vont aller. Et lorsque on les lit, il y a effectivement, non pas de la poésie, on n'est pas dans des vers, mais il y a une cadence, il y a un rythme, et chaque orateur a sa cadence, chaque orateur a son rythme. Mais avant d'avoir cela, avant d'avoir cette particularité-là, cette partition personnelle, que de travail pour y arriver. Quand on prend la cadence d'un Obama, oui, c'est une cadence en 3 temps. Moyenne, elle n'est pas trop longue, elle est chill. Il avait appris très tôt dans ses jeunes années à écrire de très très belles phrases en anglais. Et donc, il faut voir ses écrits, c'est magnifique, mais des phrases très très longues et qui pourtant sont d'une intelligence et d'une compréhension superbe. C'est un autre style. C'est un tout autre style, quelque chose de différent. Et pourtant, malgré tout, par exemple, dans l'un de ses discours, qui est très connu, on est à ce moment-là entre mai et juin 1940, il va utiliser, par exemple, que des phrases courtes dans l'un de ses discours pour mobiliser tout son peuple, en lui disant, voilà, il n'y a plus que nous, la France est à genoux, l'Europe est à genoux, il n'y a plus que la Grande-Bretagne pour être en face d'Hitler, et maintenant il va falloir y aller et nous sacrifier à notre tour. Au nom, va-t-il dire, de la civilisation. Comment va-t-il dire tout cela? 10 phrases très très courtes. Écoutez bien la cadence. La cadence, c'est ceci. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les rues, nous nous battrons sur les collines. Jamais nous nous rendrons. En anglais, c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau parce qu'on a le I. We shall fight on the streets. We shall fight on the landing ground. We shall fight on the beaches. We will never surrender. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et ça, c'est une cadence. Et cette cadence-là, dans la bouche de Churchill, comme dans la bouche de n'importe qui, ce serait la même chose. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est des grands. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, voyez, inspirons-nous. Oui, et puis on a tous une partition à jouer. On a tous notre partition finalement, et chacun est unique. On est d'accord. Quand tu dis inspirons-nous, c'est vrai que c'est bien d'aller lire aussi peut-être des discours de Churchill. C'est peut-être important d'aller justement se nourrir de ça.
C'est-à-dire que je peux très bien reprendre ce type de phrase, je peux m'en inspirer à un moment donné. Je conduis une réunion. Alors, ça, c'est sur le niveau professionnel, mais même à mon enfant. Allez, prenons d'abord mon enfant. Je veux dire à mon enfant, écoute, il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut y aller. Très bien, parfait. Eh bien, regardez, je ne vais utiliser que des verbes et je vais les mettre les uns derrière les autres, très calmement, en le regardant et en étant le plus sincère du monde. Tu vois, il faut travailler. Il faut aussi prendre du plaisir. Tu ne réussiras pas toujours. On peut tomber. Quand on tombe, il faut surtout se redresser. Rester au même endroit, c'est ce qu'il y a de pire. On se redresse encore. Que des verbes. Alors ici, je le fais, il y a évidemment, parce que c'est un exercice, quelque chose qui sonne faux, mais néanmoins, regardez, c'est exactement la même musicalité. Quand nous allons prendre un autre discours pour vous montrer, donc la question c'était qu'est-ce qu'un grand orateur? Donc je réponds, c'est d'abord celui qui a sa musique propre. Si on prend j'ai fait un rêve, Martin Luther King. Donc vous vous souvenez, j'ai fait un rêve, I have a dream. Tout le monde a ça en tête. Oui, mais comment fait-il I have a dream? Ah, et ici on va comparer deux orateurs. On va comparer Martin Luther King et on va comparer François Hollande. Parce que François Hollande, souvenez-vous, moi président. Donc, c'est la même figure de rhétorique. Vous avez moi président d'un côté, moi président, je n'inviterai jamais les responsables socialistes à l'Élysée. Moi président, je veillerai à l'intégrité et à l'indépendance de la justice de mon pays. Moi président, voilà. Et Martin Luther King, il fait la même chose, c'est la même figure, c'est une chanson. Vous avez un refrain et vous avez un couplet. Donc, il va dire, j'ai fait un rêve, que mes enfants pourraient grandir dans un pays libre et ne seraient jamais jugés ni en raison de leur religion, de leur peau, et pourraient manger et festoyer avec des blancs ou avec plein d'autres enfants. J'ai fait un rêve, etc. Maintenant, regardez, voici la musique. Comment fait François Hollande? François Hollande, il est sur le temps. Moi, président, regardez, je bats la mesure. Moi, président, je ferai en sorte que jamais la justice de mon pays puisse être dépendante de quoi que ce soit. Moi, président, voilà comment il va faire. Vous êtes d'accord? Allons voir Martin Luther King, comment fait-il? Attention, vous allez voir. C'est du swing, c'est du jazz, c'est bien différent. Ici, pour François Hollande, on était sur le temps. C'est top, top, top. Repas, j'ai fait un rêve. Regardez, c'est ici où j'ai fait un rêve. Le j'ai fait un rêve est collé à la dernière phrase, de telle sorte que là, il monte en puissance sur la fin de la phrase et quand vous irez écouter ou réécouter ces passages, vous allez voir que cette montée en puissance est extraordinaire à chaque fois qu'il va reprendre « J'ai fait un rêve ». On n'est pas sur le tempo, on est à contre-temps. C'est vraiment musical en fait. Ah, c'est impressionnant. Alors, en rhétorique, maintenant je vous donne le mot. Ben oui. Comment ça s'appelle ça? La membrure, ça s'appelle la membrure des phrases. Le parallélisme des membrures. Parallélisme des membrures, c'est assez facile à comprendre comme expression. Regardez l'Assemblée nationale. Tout le monde a en tête l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez des colonnes. Parfait. Ces colonnes sont espacées exactement de la même distance. Ça nous semble beau. Eh bien, le parallélisme des membrures, c'est ça. Le rythme des phrases va être calé. Il va être donné. Et cette musique-là, qu'est-ce qu'on va l'aimer? On va commencer à rentrer dedans. Elle est à nous. On commence à, ce qu'on dit, vibrer avec l'orateur. Nous y sommes. Et ceux qui vibrent, ce sont ceux qui chantent. Donc voilà pourquoi, par exemple, aux États-Unis, quand vous avez des grands orateurs, les évangélistes, par exemple, eh bien, vous voyez que le public, il est bon. C'est ça. Obama vient de là. Obama vient du gospel, il vient de toute cette culture-là. France, nous n'avons pas cette culture-là, on en a une autre, bien sûr, mais on aime cette musique-là aussi. On aime la musique, on aime la cadence, on aime le rythme, et on aime donc vibrer avec l'autre. Eh bien, la membrure des phrases, c'est-à-dire la longueur des phrases, c'est ce qui va donner une cadence et c'est ce qui va donner la beauté. Et tous les grands orateurs ont ça, tous, tous. Et vous pouvez l'avoir aussi. Alors voilà, vous allez me dire, moi je ne peux pas. Ah, mais bien sûr, c'est de ça dont on va évidemment parler ce soir dans le webinaire pour essayer de voir comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser tous ces principes de l'art oratoire, de la rhétorique pour les mettre à bon escient dans votre quotidien. Juste petite parenthèse, pour les personnes, je vois qu'il y a beaucoup de messages sur le fait que ça coupe et qu'il y a de nombreuses coupures. Donc,
ça fait partie du jeu, vous le savez, on n'y peut rien. Internet est comme ça, là, ce soir. Mais demain, vous aurez de toute façon le replay. Et quand il y a un replay, il n'y a aucune coupure. Donc, pas d'inquiétude. Juste un peu de patience. Et tout va aller tranquillement. Demain, vous aurez exactement la même formation, le même webinaire sans coupure. Donc, juste de la patience. J'aimerais qu'on revienne sur l'histoire, si tu veux bien Thierry, et l'origine finalement de l'art de bien parler de la rhétorique. C'est vrai qu'à l'école, on nous a appris à lire, on nous a appris à compter, on nous a appris à écrire et parler dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au départ, on nous a appris à bien parler il y a de nombreuses années. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la charnière, c'est la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, dans la dernière décennie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en France et aux États-Unis, on supprime tous les cours de rhétorique. Ils existaient depuis 25 siècles. Depuis 25 siècles, on étudiait le latin, on étudiait le grec, parce que c'était la source même, on y viendra dans un instant, c'est la source même de la rhétorique. Et puis derrière cela, on commençait à s'exercer. À quoi? C'est quoi la rhétorique? C'est simple, c'est juste exprimer une idée oralement avec des mots. Ensuite, dire que cette idée est la plus belle du monde, donc je vais argumenter. Et puis dire que celle ou celui qui viendrait par hasard à penser autrement penserait mal. Ça s'appelle réfuter. Je réfute les arguments adverses et je plaide pour mon idée. Voilà, ça c'était la rhétorique. Donc tout disparaît entre 1890 et 1900. Quand je dis tout, pas tout à fait. Il existe encore de nos jours des professeurs courageux, téméraires, nobles. Ce sont des exceptions magnifiques qui consacrent encore quelques heures de leur cours à pouvoir exercer leurs étudiants à l'art oratoire. Cela existe. Existe aussi… Plutôt dans les grandes écoles, non? Alors voilà, il y a les grandes écoles aussi, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître que les grandes écoles, c'est l'élite et que ça concerne relativement peu de personnes. Et puis nous avons quand même le grand oral du… Voilà. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu aimes à dire que la rhétorique n'a pas d'histoire, mais qu'elle a une origine. Allons-y. Nous sommes à Syracuse et à Agrigente. Donc nous sommes en Sicile. Vous allez voir, l'histoire est belle, elle est splendide, elle est magnifique. Ces deux villes-là sont sous le joug d'un dictateur. Voici qu'il choisit, oh, que c'est beau ce verbe-là, il tombe, les déchus. La population revient dans les deux villes et les procès commencent. Pourquoi? Mais parce que tout le monde veut récupérer son lopin de terre, veut récupérer sa maison. Et donc, il y a des disputes. C'est à ce moment-là où il y a deux avocats, Corax et Tisias, qui se disent « on va mettre en route par écrit un traité d'argumentaire pour nos procès ». Quelques années plus tard, ce traité d'argumentaire arrive à Athènes. Il y avait beaucoup de liens entre Agrigente et Syracuse et Athènes. Ce livre arrive à Athènes et là, ce sont les grands noms que vous connaissez qui vont s'en saisir. Nous aurons Socrate, nous aurons Platon, nous aurons Aristote. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, tout est terminé. Ça veut dire quoi? Tous ces grands esprits ont conçu, écrit et bloqué l'ensemble de la rhétorique que nous connaissons, 544 figures, la boîte à outils, elle est faite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, moi, tout le monde, on utilise exactement les mêmes principes, les mêmes méthodes qu'ils ont mis au point entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut dire que la rhétorique, elle n'a pas d'histoire, elle a juste une origine. Et c'est exceptionnel, ça, dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est bien, et vous voyez, vous commencez à comprendre pourquoi on va relire Cicéron, pourquoi on va relire Démosthène, mais parce que ce sont les grands professeurs qui nous concernent. Et je peux vous assurer que quand on va les relire, mais je vous conseille ne fût-ce que 10 lignes, essayez, 10 lignes, mais vous serez étonné de la modernité de leur langage. Ils vous parlent à vous avec les questions d'aujourd'hui, mais juste d'aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Quand vous parlez, vous posez un certain nombre de questions. Il y en a au moins 3. Comment on commence, oui. Comment on développe et comment on termine. Ben voilà, ne fût-ce que ça. Et vous pensez qu'ils n'y ont pas réfléchi déjà, mais comme ils n'avaient pas de smartphone, ils étaient intelligents. Et donc ils ont pris le temps d'y penser, de réfléchir, de soupeser, de balancer. Et je peux vous assurer que c'est profond, remarquable, et j'ajoute, ça doit être simple.
Alors justement, comment on commence? On va essayer d'aller dans le concret pour les personnes qui sont là, qui ont envie d'avoir. On va évidemment parler des principes, hein, des grands principes de l'art oratoire, mais là, écoute, tu me tends la perche sur comment on commence, le milieu et la fin. Donc, Oui. Regardez, allez, on va faire un exemple simple, mais qu'on vous a déjà demandé de faire. On vous a dit un jour, présente-toi. On fait un tour de table. Vous savez, les fameux tours de table dans les entreprises. Bon, on va se présenter tous. Très bien. Et donc, vous entendez ceci. Bon, bah alors, écoutez les mots. Bon, ben alors, moi, c'est Thierry. Moi, je suis responsable des flux internes. Et déjà, vous avez perdu la moitié des personnes. Donc, ça, c'est le grand classique. Je dis ce que je fais. Si je devais maintenant transformer la chose, regardez, qu'est-ce qui vous intéresserait? Ce qui vous intéresserait peut-être, c'est pourquoi l'art oratoire m'intéresse, comment ça s'est produit, est-ce que je peux vous raconter cela, le moment où tout se déclenche, où tout se met en route, où ensuite tout va être presque de conséquence en conséquence, avec une cause à l'origine. Mais si je vous raconte ça, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus attentif, vous allez être là. Donc, autrement dit, ici, comment on commence? L'un des débuts possibles, c'est de raconter l'histoire, c'est de raconter la cause, c'est de raconter le moment où. Alors, on y va. Tout commence dans la cuisine de ma grand-mère. J'ai 10 ans et elle écosse des petits pois. Et vous savez, quand on écosse des petits pois, c'est que le moment est grave. On va commencer à partager des choses profondes. Et ma grand-mère me dit, tu sais Thierry, tu parles bien, mais tu parles souvent pour ne rien dire. Eh bien, voyez-vous, toute la suite de ma vie va être là pour tenter de la contredire. Et voilà pourquoi j'ai d'abord fait 20 ans de radio. Mais dans la radio, il y a beaucoup de mots superflus, c'était peut-être pas le bon moyen de la contredire. Ensuite, on a ajouté la télévision. Oui, mais là encore, il y a quelques mots superflus, mais il y a aussi des images prétextes. On double la difficulté. C'était pas là qu'il fallait aller. Ensuite, faire des conférences, c'est mieux. Des formations, pas mal. Des congrès, oui, super. Et puis commencer à écrire les livres. Et c'est peut-être à ce moment-là où, humblement, la contradiction de ma bonne maman s'est effectuée. Pourquoi? Parce qu'avant de savoir bien parler, il faut d'abord savoir bien penser. C'est fait. Vous achetez ça ou pas? Ben voilà. On a commencé par le moment où tout se déclenche. Où tout se déclenche. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'écosse pas des petits pois. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais la première chose à faire, c'est commencer à voir le souvenir, où se trouve l'histoire. Et l'histoire n'est pas quelque chose de petit. L'histoire, c'est ce que vous avez vécu. Elle est là, elle disparaît jamais, l'histoire. Vous parlez avec votre corps, vous parlez avec votre chair. C'est charnel, la parole. Vous parlez avec votre passé, vous parlez avec vos livres, vous parlez avec tout cela. Vous parlez avec vos sensations, avec vos émotions. Vous parlez avec cela. Vous ne pourrez jamais vous en départir. Ce que je note quand même, c'est que il y a la scène. Il y a la scène du démarrage. C'est-à-dire que la personne qui est en face, tu vois, tu lui dis, j'ai cossé des petits pois. Donc ça veut dire que déjà lui, la personne qui est en face, voit ce petit pois vert et te voit en train de faire quelque chose. Et ça, c'est passionnant, de se mettre déjà dans une scène et dans de l'émotion. Alors, ça, c'est une figure de rhétorique. Ça s'appelle l'hypotitose. On oublie ceux de la description, hein, tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on décrit les choses et qu'on commence à les décrire bien? Quand je dis bien, vous allez comprendre. Ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, Laura, on commence à faire le film. Je vois les petits pois. Je vois la grand-mère qui cosse les petits pois. Je les entends même tomber dans le fond de la passoire. Et puis, je vois les regards, et puis le moment important, la parole qui sort, il y a tout ça. Je peux même ajouter le rayon de soleil, je peux même ajouter la température, je peux ajouter tout cela. Et vous voyez, d'écrire permet quoi? Permet à chacun de s'imaginer. Et vous voyez que on ne va pas reproduire, c'est pas vrai, on ne reproduit jamais avec les mots. On va imaginer la séquence telle que les mots m'ont guidé dans cette séquence. Et ça, ce seront mes émotions à moi. Une histoire, c'est en réalité un moment où je vous prends par la main,
et je vous entraîne vers un message, une idée que j'aurais pu vous dire tout simplement. Regardez, on va prendre le cas. Je vais vous raconter les 3 petits cochons. Bon, c'est quoi le message des 3 petits cochons quand vous le racontez à vos enfants? C'est ceci, hein, c'est simplement de dire, tu sais, mon petit garçon, ma petite fille, ce que j'aimerais, c'est que dans ta vie, tu puisses construire les choses solidement. Ainsi, tu mettras ta famille et tes amis à l'abri. C'est tout, voilà. Ça, je peux vous le dire comme ça. Dites-le à votre enfant, dites-le un soir, juste avant qu'il t'endorme. Finalement, j'ai une petite chose à te dire. Ce serait pas mal que tu construises les choses dans ta vie de façon solide, comme ça, tu vois ta famille plus tard, et puis tes amis, ils pourront être à l'abri. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Je suis pas sûr que ça marche du tout. Je dis, papa, ça ne va pas, il y a un problème là, quand même. Maman, il y a un problème, il y a un souci. Non. En revanche, maintenant, voici, on va leur raconter nif nif naf naf touf touf. Et là, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre jusqu'où? Mais jusqu'à la même chose que vous ne direz pas, mais qui est Naf Naf est quand même le petit cochon le plus courageux du monde. Il avait tout construit en solide, et ça, l'enfant, il l'a bien compris. Autrement dit, voyez-vous, quand vous racontez une histoire, alors, soit une histoire vécue, ça c'est encore mieux, ou bien une histoire extérieure. Si je me fais le film, vous m'emmenez jusqu'à l'abstraction que vous n'allez pas me dire. Et m'emmenant jusque-là, je vais tout comprendre. Mais comme j'aurais vécu sur ce chemin sur lequel vous allez m'entraîner, j'aurais vécu un certain nombre d'émotions, puisqu'il y aura le loup, il y aura plein de choses que vous m'aurez racontées. Tout cela, je vais le garder. Et il sera d'autant plus aisé à ma mémoire de se souvenir, ouais, Naf Naf, c'est quand même le plus courageux. Il faudrait peut-être que j'y réfléchisse un peu. Et là, vous marquez des points. Alors, la question, quand ça se passe chez les enfants, est-ce que ça peut se passer chez les adultes? Mais absolument. Évidemment qu'on ne doit pas leur raconter Naf Naf. C'est fini, c'est terminé. Mais maintenant, nos histoires, nos vies personnelles, ou des fragments d'histoire peuvent être terriblement intéressants. Et on adore ça. Mais on adore ça, c'est impressionnant. Racontez-moi une histoire, je vous écouterai. Si vous me la racontez bien en plus, alors qu'est-ce que bien raconter une histoire? Là, on peut encore y passer des heures. Mais là, je vais vous écouter. C'est évident que oui. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui, vous voulez? On y va, Laura? Mais oui, mais après, on y va. Mais allez, on y va. Vous allez voir, vous allez partir avec l'histoire et vous allez arriver jusqu'à... Waouh. Allez, on est parti. Il y a 20 ans, j'étais taxi. Et cet après-midi-là, on m'avait demandé d'aller dans un quartier où, généralement, quand le taxi arrive, il se gare, et puis il klaxonne, et si la personne ne vient pas, il s'en va. Et je ne sais pas pourquoi, voyez-vous, cet après-midi-là, je suis sorti de mon taxi, j'ai été sonné à la petite maison, au numéro où se trouvait mon client. C'est une petite voix qui m'a répondu, vraisemblablement une personne âgée. Et quand la porte s'est ouverte, effectivement, c'était une personne à peu près de 80 ans, peut-être un peu plus. La maison qu'elle habitait n'avait plus accueilli grand monde depuis longtemps. Derrière elle, il y avait des cadres aveugles, il y avait des étoffes également sur les meubles. Je vais chercher les bagages. J'ai pris les valises, je les ai mises dans le coffre, et puis ensuite je suis venu la chercher, l'accompagnant, pour la mettre dans le taxi. Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Où va-t-on? Et elle m'a tendu un billet, elle m'a dit, s'il vous plaît, voilà où je vais. C'était l'adresse d'une maison de retraite en banlieue. Et elle m'a dit, mais j'aimerais d'abord qu'on aille en ville. Je lui dis, c'est pas le même chemin, mais si vous voulez, nous y allons. J'ai tout mon temps, me dit-elle. Je n'ai plus de famille, les médecins ne me donnent plus grand-chose à vivre. C'est sans doute mon dernier voyage. J'ai pris la route de la ville. Et lentement, nous avons parcouru un certain nombre de boulevards, de rues. Parfois, nous sommes entrés dans une impasse. Elle m'a montré, par exemple, l'endroit où jeune, elle allait danser. Un peu plus loin, elle m'a dit, mais voilà, c'est là où j'ai travaillé. Parfois, elle se penchait, me demandait de ralentir, garder le silence, et puis me demandait d'accélérer. L'après-midi avançait. Je suis fatigué, me dit-elle, j'aimerais que nous y allions. Nous sommes arrivés tout près de la maison de retraite. J'ai ouvert la porte, elle est sortie. Il y avait sur le seuil des aides-soignants qui l'attendaient. Je l'ai serrée contre moi, elle s'est collée.
Combien vous dois-je, me dit-elle. Je dis rien. Mais vous devez vivre, je vous en prie. Je lui ai donné sa valise. Elle est allée vers les aides-soignants, la porte s'est refermée. C'était vraisemblablement là le dernier bruit d'une vie. Cet après-midi-là, je n'ai pris aucun autre client. Et voyez-vous, cette vieille dame, j'y pense encore. Dans notre vie, on est persuadé qu'il va se passer des choses très importantes, très grandes. Mais voyez-vous, avec cet épisode-là, je me suis rendu compte de ceci. Le visage des événements les plus importants de notre vie n'a pas toujours le visage que l'on croit. Et cette dame-là avait le visage d'une chose importante pour moi. Fin de l'histoire. Merci. Merci beaucoup pour ce moment. Merci, c'est captivant. On passe au principe pour que les personnes puissent repartir aussi avec des outils, parce que je crois que c'est en fait, il y a quelque chose de très juste dans tout ce cheminement-là, c'est qu'il y a quand même, il y a du travail, évidemment, mais il y a de la simplicité. Et je crois que c'est important, cette notion de simplicité. C'est pas si complexe, finalement, de bien parler. C'est pas si complexe, finalement, d'avoir déguisé son sens de la parole. Mais il faut avoir certains principes et certains secrets que tu vas nous dévoiler ce soir. Alors, on ne va pas tout dire, bien évidemment, mais parler, le premier principe, c'est la sincérité. Voilà. Et on a senti cette sincérité-là dans ton histoire. Encore une fois, vous parlez comme vous êtes. Je le redis, vous parlez comme vous êtes. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne parlerez jamais comme Obama. Et c'est une belle nouvelle. Vous ne parlerez jamais comme Kennedy. C'est une bonne nouvelle aussi. Vous parlerez comme vous êtes. Et c'est comme ça qu'on vous aime. Alors, je répète le mot. C'est comme ça qu'on vous aime quand vous parlez. Il suffit qu'un jour, vous ne soyez pas bien, que vous vous exprimiez. On le sentira. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu n'as peut-être pas trouvé, non? Si, bien sûr, on sent quand vous n'allez pas bien. On sent quand le propos que vous tenez n'est pas en alignement avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous vivez. Cette définition-là de la sincérité, elle est d'Elsa Goddard dans son dernier livre, L'éthique de la sincérité. Elle est toute simple, hein, elle est toute simple. C'est ce que je pense, ce que je dis, ce que je vis. Alors, mais ça, c'est valable partout. C'est valable partout. Enfin, ça devrait l'être. Prenez la politique. Mais en politique, la parole, quand elle est là, doit absolument être en accord avec un certain nombre d'idées. Vous ne pouvez pas avoir de politique sans parole, sans idée. Si vous prenez le management dans une entreprise, la conduite de personnes, il n'y a rien à faire. La conduite de personnes ne peut se faire que par la parole comme alliée. Soit pour motiver, soit pour expliquer, soit pour fédérer. Mais à chaque fois, vous devrez avoir la parole. Pour expliquer, il s'agira là que le décideur puisse être avec ses équipes, simplement en leur expliquant clairement quel est son projet entrepreneurial et qu'il le partage et qu'il le justifie. Il va ensuite motiver, comme je disais tout à l'heure, c'est passer de la conviction à l'action de façon à ce qu'on se saisisse de ce projet et qu'ensemble on puisse le réaliser. Et puis enfin, vous avez fédéré, c'est encore plus magique, parce que fédérer, ça fait naître dans les esprits et dans le cœur des collaboratrices, collaborateurs, une idée abstraite qui s'appelle l'entreprise, qui s'appelle le groupe et auquel on est fier d'appartenir. Et puis vous avez... On résume en disant que ta parole te ressemble. Exactement, mais c'est le cas aussi, par exemple, pardon, j'aimerais bien vous montrer ceci, voilà. C'est le cas pour votre déclaration d'amour. Il n'y a pas d'amour sans déclaration d'amour. On parle de la vôtre. La veille encore, vous étiez complètement tremblant, vous tournicotiez dans votre chambre ou bien dans votre salon, vous disant mais comment est-ce que je vais m'y prendre, comment est-ce que je vais dire tout cela, tout ce que vous aviez au cœur, tout ce que vous aviez en tête, tout ce que vous aviez dans votre corps. Est-ce que vous avez relu Chateaubriand? Non. Est-ce que vous avez relu Victor Hugo? Non. Flaubert? Non plus. Vous avez passé une nuit intranquille. Et vous avez cette nuit-là encore tout remué des questionnements de la veille. Vous êtes arrivé finalement tout à fait hésitant devant elle. Et vous avez dit ce que vous aviez à dire. Elle est tombée dans vos bras. Pourquoi?
Est-ce que vous avez mis en place une anaplodiplose extraordinaire? Non. Est-ce que vous avez mis en place un chiasme sublime? Non plus. D'ailleurs, elle vous l'a dit 3 mois plus tard. Tu sais, tu étais particulièrement maladroit. Tu étais gauche. Mais qu'est-ce que tu étais sincère. Et voyez-vous, c'est tout ce qui va donner le poids à votre parole. C'est précisément cette sincérité-là. Ça, c'est le premier principe. Vraiment. C'est la parole qui touche. Ça veut donc dire ceci. Oui, la parole qui touche, ça veut dire ceci. Regardez, on est loin de la rhétorique, hein. On est d'abord avec soi. Oui. Ça veut donc dire ceci. Vous devez d'abord avoir confiance dans l'assemblage de défauts et de qualités qui fait votre singularité. Nous voudrions tous être parfaits, nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais, et c'est heureux. Parce que ça nous fait parler autant construire des châteaux en Espagne. 2 observations. Première observation, faut-il vraiment aller en Espagne pour construire des châteaux? Deuxième observation, vous êtes timide, soit. C'est peut-être pour vous un fardeau. Toute votre vie, vous n'êtes pas bien avec cela. Vos parents ont essayé de vous transformer pendant 20 ans. Ils n'y sont jamais parvenus. Je ne pense pas que quelqu'un y parvienne. Donc, peut-on prendre cette timidité telle qu'elle est en vous et aller également en vous prendre quelques grains de courage, enceindre la timidité de ce petit mélange, de façon à ce que, quand c'est votre tour, avec ce que vous êtes, vous puissiez simplement expliquer que vous êtes timide éventuellement, mais expliquer surtout l'idée ou les 2 idées que vous voulez partager. Et dans ce moment-là, c'est une vraie performance oratoire, c'est la vôtre. Elle ne sera égale de personne. Et vous voyez qu'on ne parle pas de technique, c'est d'abord du travail sur soi, de l'acceptation de tout cela. J'insiste, nous voulons tous être parfaits. Nous ne le serons jamais. Le premier souci à régler, c'est avec soi. Ça veut donc dire 2 choses. 1, humilité. C'est comme ça que je suis. 2, courage. Oui, c'est ça. Eh ben oui. Et puis 2, c'est courage, parce que ce n'est que comme ça que je me présente à vous. Je ne peux pas faire autrement. Je ne vais pas jouer un rôle. C'est Oscar Wilde qui a la plus belle phrase là-dessus. Elle est magnifique. Ne jouez que votre rôle, tous les autres sont déjà pris. Il y a un deuxième principe, moi, que j'utilise beaucoup dans l'art oratoire, c'est la puissance du silence. Vas-y, poursuis. Ben, je crois que se taire, c'est vraiment un art. Et là aussi, on est dans l'humilité. Là aussi, c'est un très bel exercice d'humilité. Et je pense que le silence, quand il est bien utilisé, on doit le sentir aussi intérieurement, ça, hein, à l'intérieur de soi. Hein. Ce silence-là est un des grands principes de l'art oratoire. Je partage, Laura. Alors, avec une distinction peut-être. Donc, la première chose, dans le silence, une règle qui n'est pas de notre siècle, mais sur laquelle tous, moi le premier, nous ferions bien peut-être de réfléchir, c'est la suivante. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais ce n'est pas notre siècle, ça. La démocratie nous a donné la liberté d'expression. Nous serions élégants et vertueux si nous tempérions cette liberté par un exercice mesuré de la parole. Ai-je quelque chose à dire? Nous sommes tant à n'avoir rien à dire. Et de toutes celles et ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui plaisent, ce sont ceux qui se taisent. Cette phrase, c'est de Coluche. Je vais ajouter les réseaux sociaux. Ils ont donné la parole à des milliers d'imbéciles qui avant venaient au troquet, au bar, commandaient un verre de vin blanc, déversaient leurs sottises et puis ensuite s'en allaient et ne faisaient mal à personne. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. C'est la démocratie des imbéciles. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de votre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je n'ai pas dit qu'il avait raison, je vous les livre. Et je livre même la conclusion qui est celle d'un sénateur, Claude Malhuret, qui conclut ce sujet de la façon suivante. Donc, dit-il, en 2500 ans, le progrès, c'est qu'on avait Socrate sur l'Agora et aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on a Francis Lalanne sur Facebook. Moi, j'ai envie de revenir quand même sur ce silence et surtout par rapport aux personnes qui sont timides.
Les personnes qui sont timides, et il doit y en avoir un certain nombre dans ce webinaire, parce qu'elles ont envie aussi d'aller apprendre des techniques, des principes, mais bien qu'on ait compris que c'est vraiment un travail d'introspection, hein, c'est vraiment un travail sur soi en réalité pour commencer. Elles n'osent pas prendre la parole. C'est difficile pour elles. Donc en plus, si on leur dit se taire est un art, quand on n'a rien à dire, la phrase que tu utilises, quand on n'a rien à dire, on se tait. J'aimerais qu'on les aide. Alors, oui, sans souci. Donc, ça déjà, ça veut dire que c'est pas parce que les autres parlent qu'il faut que je parle. C'est ça simplement que ça veut dire. Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à dire? Déjà, c'est ça. La deuxième chose, cela va nous obliger à bien penser avant de bien parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux partager sur le sujet? Et ça, voyez-vous, cela demande une vraie discipline. Quand j'écoute, quand nous écoutons, la façon technique dont nous avons d'échanger, que de mots inutiles, dites-moi. Que de mots inutiles. Pourquoi sont-ils inutiles? Parce que nous n'avons pas bien préparé l'exercice de l'idée en amont. C'est juste ça que nous n'avons pas fait. Et ça, c'est fondamental. Le comment je vais m'exprimer, ça vient après. C'est d'abord qu'est-ce que je veux dire qui est important. Qu'est-ce que je veux partager avec l'autre qui est important. Tant que je n'ai pas résolu cette question-là, ne passez pas à la deuxième. Or, ce n'est pas ça que nous faisons. Nous précipitons sur notre ordinateur pour commencer à travailler les mots. Non. La première chose, c'est qu'est-ce que j'ai à dire. Donc revenons sur le timide. Peut-être l'un des atouts qui vous ferait du bien, à vous tous qui êtes timides, la première chose, c'est fixez-vous des petites marches. Pas des marches de 2 mètres. Ça décourage tout le monde, pas seulement les timides, même les courageux. Ça les décourage. Donc surtout, on se fixe des petits objectifs. Par exemple, c'est je m'exprime pendant 30 secondes. Et je m'exprime pendant 30 secondes de façon belle, agréable, élégante, alors que je suis au portable. C'est ça la parole. C'est pas attendre d'être sur scène, c'est autre chose. Nous parlons souvent. Et voyez-vous, nous ne faisons pas attention, pas suffisamment attention à cet exercice qui peut être une belle discipline tournée vers l'autre. Parce que si je parle à avant de parler de. Et voyez-vous, je suis comptable du temps que je prends avec l'autre quand je lui parle. Donc, juge sa vie quand je lui parle, juge son temps, je le capture. Du coup, ça vaut quand même la peine qu'on réfléchisse avant. Enfin, je pense. C'est beau cette idée. Ah ben. Vraiment donner de l'importance à l'autre. Ah oui. Ah mais, quand alors on là, parle à l'autre, on lui donne de l'importance. Alors ça, mais j'en suis 1000 fois convaincu. Ma petite phrase, c'est la suivante, c'est « Vous ne parlerez jamais bien si vous n'aimez pas les gens ». Ce n'est pas possible. Vous devez en permanence vous mettre à la place de l'autre. Est-ce que je ne suis pas en train de le saouler? Est-ce que je ne suis pas en train de redire et de redire encore, mais de façon inutile, tout ce que j'ai dit déjà? Est-ce que j'utilise juste les mots ou les mots justes, les deux, de façon à transmettre mon idée? J'ai une toute dernière chose sur le silence, du coup, pour les timides. Ne changez pas votre façon de parler, mais maintenant, ajoutez-y du silence. Alors, allons-y. Peut-être jouez-vous de la musique. Pour toutes celles et ceux qui n'en jouent pas, sachez que sur une partition, non seulement on vous dit la note que doit jouer l'instrument, mais en plus, dans la partition, vous avez aussi le moment où l'instrument doit jouer du silence. Cela s'appelle une pause ou un soupir. Donc, ce n'est pas un retrait de l'instrument. On lui dit, maintenant, tu me joues du silence. Et attention, c'est un silence mesuré. Il y a une mesure du silence. Donc, vous voyez que c'est un ajout. Ça veut dire ceci. Sans silence, la musique n'existerait pas, la cadence n'existerait pas, le rythme n'existerait pas. Eh bien, dans votre parole, c'est exactement la même chose. Ne changez pas votre façon de parler. Mettez-y des silences. Ajoutez un moment de silence quand il est intelligent. Cela permet, vous allez donner du confort à l'autre, cela permet simplement de savourer l'idée que vous venez de mettre en route. Ou bien, par une sorte d'élément un peu dramatique, dramaturgique, de théâtre, vous marquez un temps de silence pour augmenter les curiosités avant de démarrer la phrase suivante, l'idée suivante. Et vous ne changez pas votre façon de parler.
Et vous voyez que ça, c'est exceptionnel. Celui qui utilise les silences de façon superbe, allez l'écouter, c'est lui, c'est Obama. On va aller l'écouter de nouveau, hein, pour justement bien comprendre tout ce que tu nous dis là. Il y a un troisième grand principe, hein, c'est quand on dit quelque chose, eh bien cela ne va pas de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Mais le langage populaire déjà nous dit que le silence est d'or. Oui. Donc, ça veut dire que si on se tait, c'est qu'il n'y a rien à dire, ça on l'a déjà dit, mais surtout que sur un sujet ou l'autre, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a pas de nuance à apporter, il n'y a pas de débat, rien du tout. Le silence vaut et vaut tout. Ça veut donc dire que si je dis quelque chose, c'est que le silence n'est plus suffisant pour chasser le malentendu qui nous unit. Il va falloir que je le brise parce que ici, il y a autre chose que je veux porter à la connaissance d'autrui, que ce soit une émotion, que ce soit du savoir, peu importe. Mais c'est ça qui se passe. Sans quoi, je n'aurais pas besoin de le dire. Il irait de soi. Donc, regardez, on peut prendre ici plusieurs exemples. Les partis politiques discutent pour savoir si oui ou non il faut réduire le nombre de fonctionnaires dans l'administration. C'est que ça ne va pas de soi. Du tout, du tout, du tout, du tout. On peut disserter sur 1001 sujets, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Qu'est-ce qui va de soi à peu près? Eh bien, il y a une chose qui va à peu près de soi, je suis très prudent, c'est la science. Ah, voyez-vous, le 1 + 1 = 2, il va être compliqué, vous pouvez plaider pendant 3 heures, mais ça va être compliqué, même en plaidant pendant 3 heures, de venir prouver le contraire scientifiquement. C'est ici où la science, voyez-vous, par son protocole, permet d'obtenir des vérités partagées qui, jusqu'à preuve du contraire, sont un socle commun de savoir entendu et reconnu. Le premier qui dit ça, c'est aux alentours de 1610-1615, c'est Galilée. Il faut aller relire Galilée. Galilée est exceptionnel là-dessus. Galilée dit ceci, il dit, vous savez, je n'ai pas besoin de la rhétorique, dès lors que je compose les lois de l'univers. Les lois de l'univers s'imposent à tous et je n'ai pas besoin, en plus, de venir plaider autour de cela. Je n'ai qu'à les montrer et à les démontrer et l'affaire est finie. Donc, il y a des choses, quand je dis qu'elles vont de soi, c'est pas vrai, la science ne va pas de soi du tout, elle est même souvent contre-intuitive, mais il y a des choses presque incontestables, je dirais, des vérités partagées ou des vérités avec protocole scientifique. Et puis, vous avez tout le reste. Faut-il acheter une voiture électrique? Ah, mais ça y est, j'ai posé la question. Regardez, tous en tête, vous avez, ah ben oui, finalement, il y en a qui ont choisi déjà la voiture électrique. Donc, il a dit, moi, je vais attendre encore un petit peu. D'autres qui disent, non, non, mais j'ai fait le calcul de CO2 pour construire la voiture, on n'est pas top là-dessus encore, etc. Vous voyez que le débat démarre. Les choses, dans ce cas-là, ne vont pas de soi. Fondamental. Il y a un quatrième principe, c'est quand on dit quelque chose, on met la chose en débat. Et ben voilà. Ah mais immédiatement, regardez, allez, on va dire, bah oui, mais voilà, regardez, on va prendre la famille, il n'y a pas de rhétorique, il n'y en a qu'une seule, où que vous soyez, c'est toujours la même chose. Nous sommes un samedi matin. Et vous êtes en train de vaquer à vos occupations, les enfants sont dans leur chambre ou jouent, peu importe, et puis vous dites donc, n'oubliez pas les enfants, cet après-midi, nous allons chez mamie. Et alors là, vous avez le petit Pierre, Paul, Jacques, peu importe, qui tout au fond dit, mais pourquoi on y va? Ça y est, c'est parti, le débat est ouvert. Vous avez affirmé, on débat de la chose. Je suis prêt à penser autrement, à questionner, à infirmer, à confirmer, à médire éventuellement. Tout, non pas est autorisé, mais tout peut se produire. Le 26 décembre 2016, on en est au 300 millième mensonge de Trump. Comptabilité faite par le New York Times et par le New York Times et le Washington Post. Et ce jour-là, le 26 décembre 2016, il va tweeter ceci. Avant ma victoire, le moral était bas. Depuis que j'ai gagné, la croissance est de 10% et les dépenses pour Noël sont de 1000 milliards de dollars. À peine il a tweeté, c'est parti. Le débat peut commencer. On peut commencer à vérifier la chose. On peut commencer à le contredire. On peut commencer à plaider. On peut commencer à médire. On peut commencer à contester, à applaudir, à en faire la louange. Vous pouvez tout faire avec ça.
tout, absolument tout. Donc ça fait partie de l'humanité. Et c'est ça qui nous fait aussi progresser. C'est-à-dire que dans les familles, dans les groupes, les associations, etc., comme ça ne va pas de soi, eh bien donc il va falloir entraîner les convictions. Je n'ai même pas dit convaincre, entraîner les convictions, entraîner les bonnes volontés, rassembler, fédérer, aller de l'avant ensemble. Comment allez-vous le faire? Au fouet? Pas du tout. Vous allez le faire avec l'exercice de la parole, avec votre sincérité. Alors ensuite, on peut entrer dans les arguments techniques, bien sûr, mais même avant de parler de cela, voilà où se trouve l'usage de la parole. Et vous voyez que si elle est bien construite, bien conçue, elle peut devenir utile. L'exercice de la parole, justement, par quel petit pas, si tu devais nous donner un ou deux petits conseils là-dessus, par quel petit pas commencer? Alors, tout le monde peut avoir ses, comment dire, sa façon de faire. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui est la même pour tous. Après, je peux vous conseiller, mais la chose la même pour tous, c'est que si vous voulez progresser dans l'usage de la parole, il va falloir vous exercer à voix haute. Ça, c'est la première chose. Donc, je dirais, si vous pouviez vous consacrer 3 minutes par jour, ne fût-ce que raconter la journée de la veille, en 2 minutes. Mais dans ce cas-là, vous prenez votre chrono, vous prenez votre smartphone, vous mettez un chrono, mettez une contrainte. 2 minutes, je vais raconter la journée d'hier. Et je vais la raconter de telle sorte qu'il y ait un début et une fin. Et ensuite, je vais même m'imposer, regardez, on reprend ce que nous avons dit, je vais m'imposer des structures de phrases à peu près toutes identiques. Oui. Ah, mais vous voyez déjà, mais rien que ça, quel exercice! Faites-moi cet exercice-là pendant 15 jours minimum. Vous allez voir la fluidité que vous allez commencer à voir. Voici un premier exercice, par exemple. Deuxième petit exercice, alors voilà, personnellement, c'est comme ça que je fais. J'en ai préparé pour vous. Prenez du Balzac, les livres que vous n'aimiez pas lire à l'école. Voilà, oh là 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 là. Bon, on ne va pas relire Balzac. J'ai pris ici l'un des volumes de son œuvre. Regardez bien. Alors, je le mets devant vous, je l'ouvre devant vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas de signet, il n'y a rien du tout, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, je l'ouvre, c'est tout. Ça y est, j'y suis, et on prend Laura, la page de gauche, la page de droite, dis-moi. De gauche. De gauche, parfait. Au-dessus, en dessous? Au-dessus, première ligne. Ah, elle est parfaite, première ligne. Alors, c'est dommage, là, on est sur un dialogue, mais je lis le dialogue. Mais où prendrait-il l'argent pour des acquisitions? Et comme Emmanuel a été possesseur d'une maison à Paris, s'écria le ministre. Je poursuis. La patère écoutait, mais bien à son corps défendant. Ces vives interlocutions, quoique murmurées, aboutissaient à l'oreille de Saillard par des caprices d'acoustique encore mal observés. Stop, regarde, je m'arrête là-dessus. Mais regardez comme c'est beau, on relit. Ces vives interlocutions, quoique murmurées, aboutissaient à l'oreille de Saillard par des caprices d'acoustique encore mal observés. Je m'arrête là. Regardez, maintenant, nous allons non pas copier Balzac, mais nous en inspirer. Cet après-midi-là, alors qu'elle s'exprimait joliment et en articulant, elle murmurait. Et malgré tout, j'entendais tout. C'est ça qu'il vous dit. Regardez, elle murmurait et malgré tout, j'entendais tout. Ou bien, elle murmurait, et par un processus magique, en dépit du bruit, je comprenais tout. Donc vous voyez, vous allez dire, elle murmurait, il y avait un obstacle et je comprenais quand même. Il vous le dit dans une langue, mais d'un génie incroyable. On ne va pas ici reprendre Balzac, mais vous pouvez vous en inspirer. Et ça dure 3 minutes. 3 minutes simplement pour s'en inspirer. Tiens donc, je vais coupler 2 notions, le murmure d'un côté, l'obstacle au murmure, et le fait que néanmoins, par un miracle que je ne comprends pas, je comprends tout. Inspirez-vous des plus grands. Hein, S'inspirer. Voilà. Oui. Et c'est là où les génies, mais pour le coup, en est un, mais c'est impressionnant, quoi. Mais Victor Hugo, prenez le grand esprit que vous souhaitez, vous ouvrez le livre, où que vous voulez. 10 lignes, ça suffira. Vous serez, mais moi, en tous les cas, personnellement, je suis admiratif de la façon dont ils vont décrire. Et puis ensuite, alors non seulement les objets, les choses, les ambiances,
et surtout ensuite d'écrire les âmes, d'écrire les cœurs. Et c'est là où ils sont le plus percutants. Ils ont une profondeur dans l'observation de l'humanité qui est sans fin. Ne fût-ce que 10 lignes, cela va vous nourrir. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Vous pouvez aussi vous arrêter de temps en temps, pas de souci, vraiment aucun problème. Mais m'embrure des phrases, revenons-y, vous pouvez très bien vous dire, je vais m'exercer sur des phrases relativement simples, un peu à la Churchill, comme je disais tout à l'heure. Oh, mais rien que cet exercice-là, c'est remarquable, remarquable. Regardez, après, vous démarrez une réunion, on va le faire en phrase à la Churchill. Bonjour à tous, heureux que vous soyez tous là. Je pense que nous avons un ordre du jour. Il comporte 3 points, le 1, le 2, le 3. La façon dont nous allons procéder. J'aimerais d'abord que chacun s'exprime de façon assez brève, et puis ensuite, nous attaquerons les 3 points en question. Fin, vous avez fait uniquement des phrases simples à la Churchill, dans un moment où vous guidiez la réunion, où vous étiez comptable du temps de vie des autres et de leur compréhension. Ça, c'est très important. Quel cadeau! Comptable de la vie des autres. On oublie cette notion-là. Hein. On parle A avant de parler de. Si encore une fois on se tait. Donc ça, ce sont des principes simples, mais avant de commencer à travailler les mots, la technique, si vous voulez, soyons d'abord en accord avec soi, en accord avec l'autre. Et regardez, être en accord avec l'autre, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ici, on est par écran interposé. Mais sinon, regardez bien la personne dans les yeux. Est-ce que vous la regardez dans les yeux? Non pas, il n'y a pas de concours. C'est juste la politesse de l'espèce. C'est parce que dans l'espèce humaine, regarder dans les yeux est une marque d'intérêt que je porte. Je vais ajouter une chose, vous regardant dans les yeux quand je vous parle, mais il y a là un charisme qui va se mettre en route. C'est-à-dire, vous allez ressentir que je suis plein de ce que je dis. J'incarne ce que je dis. Mon corps et ma parole disent plus que mon idée, plus que mes mots. Et ça, vous allez le ressentir, bien sûr. Le mot n'est pas que du vocabulaire quand on parle. Il est de l'émotion également. Il est de l'émotion. Je vous dis quelque chose. Vous le ressentez, mais parfois vous allez le ressentir de façon sévère, joyeuse, triste, selon la tonalité que je vais bien vouloir y mettre. Si cette tonalité est sincère et de l'instant, vous ressentirez la joie du propos et peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est pas mécanique du tout, pourriez-vous à la longue vous-même être joyeuse ou joyeux. Oui, la notion de plaisir est fondamentale aussi quand on prend la parole. J'ai envie de rajouter que finalement, ce serait peut-être l'école, la prise de parole, c'est vraiment l'école, je dirais, de l'humilité, on l'a bien compris tout au long de ce webinaire, et aussi quand même de la persévérance. Parce que cet exercice que tu nous as dit, il ne faut pas le faire qu'une fois. L'idée, c'est de le faire à plusieurs reprises, plusieurs jours et plusieurs semaines. C'est là que la fluidité va arriver. Quelle belle remarque, Laura. Quelle belle remarque, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est d'abord l'humilité. Pourquoi? Parce que même grand orateur, donc voilà, alors que vous maîtrisez tout, mais au moment où vous le dites, vous êtes toujours en deçà de ce que vous pourriez faire. Voilà pourquoi, à tout niveau, l'humilité. Humilité encore, parce que même au bout de 1000 succès, à la 1001e fois où vous allez parler, vous pouvez tout rater. Les compteurs se remettent à chaque fois complètement à zéro. Dernier point, humilité, c'est vrai, et puis petit à petit, à côté de cela, de la persévérance, donc ça veut dire du volume de travail. Alors ici, j'aimerais insister pour chacune et chacun d'entre vous. Vous pouvez vous dire, oui, mais moi, j'ai pas de talent. Alors soyons très clairs là-dessus, très très clairs. Pour être poète, il faut du talent. Pour être orateur, il n'en faut aucun. Je reprends, il n'en faut aucun. Que faut-il alors? Pour être orateur, le volume de travail suffit, mais il est nécessaire. Donc, plus vous voudrez bien parler, et plus il faudra travailler. Donc, je le redis, il n'y a pas de secret. Je vous assure, je ne peux vous délivrer ici aucun secret, sauf les heures et les heures et les heures de travail. Donc, je répète,
Alors, vous pouvez répéter 3 minutes tous les jours, c'est magnifique. Déjà, vous allez voir, vous pouvez faire 5 minutes, c'est superbe. Mais si vous avez, par exemple, au niveau professionnel, au niveau associatif, vous avez un mot, mais un mot qui compte, que vous voulez préparer. Alors, dans ce cas-là, je vous en prie, il va falloir que vous travaillez encore, encore et encore. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais répéter. Je vais d'abord structurer l'ensemble, je vais vite, hein, mais je vais structurer l'ensemble, et puis je vais répéter de façon à ce que la fluidité des mots accompagne chacune des idées. Vous pouvez même à certains moments apprendre par cœur si vous le souhaitez. Ici, il y a 1000 techniques possibles, mais surtout, vous continuez. Combien de fois? 3 fois? Non, 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 non. Répétez, c'est 30 fois, c'est 40 fois. On y retourne. À la moindre imperfection, on recommence. Soyez exigeant avec vous-même, parce que c'est l'autre, encore une fois, dont vous êtes comptable au moment où il vous écoutera. Voilà pourquoi il faut une discipline personnelle, parce que c'est l'autre que je vais mettre en jeu une fois que je vais prendre la parole. Il faudra qu'il comprenne. Je vais peut-être vouloir l'émouvoir de façon volontaire. Et puis surtout, j'insiste, le temps tourne chaque fois qu'on parle. On va évidemment prendre vos questions. Vous le savez, on va pouvoir prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. On les prend en fin de webinaire, on va y répondre. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur le pack formation, Thierry, que tu proposes ce soir. C'est un pack formation justement en ligne hein, sur l'art oratoire. Et là, vous avez 3 parties dans ce pack formation. Vous avez la rhétorique, on en a parlé un petit peu. Évidemment, tu en parles dans cette formation de manière beaucoup plus complète. C'est les secrets, bien évidemment, d'une bonne prise de parole. Il y a une deuxième partie qui est réussir son webinaire. Et une troisième partie qui est la plus belle histoire du monde, c'est vous. Donc, on a un petit peu donné des indications sur déjà la plus belle histoire du monde, c'est vous. Et en plus de tout ça, vous avez 3 livres que tu as écrits, des livres papier qui seront livrés par nos soins. Donc, être et parler à son écran, et être et raconter. Cette formation, Thierry, elle s'adresse à qui? À toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole et être à l'aise? Vraiment, c'est de 7 à 77 ans, c'est-à-dire, voilà, c'est toujours la même chose, c'est que voulez-vous faire, que voulez-vous dire, quel est le contexte dans lequel vous vous apprêtez à prendre la parole ou à vous préparer à la prendre, et donc, il faut bien faire un premier pas, mais pour faire un premier pas, il faut des choses simples, pas des choses compliquées. Il faut des choses simples. Donc, on commence par quoi? Voilà, c'est être et parler. Et être et parler, vous commencez à comprendre pourquoi maintenant c'est être et parler. Vous parlez comme vous êtes, encore une fois. Donc, commençons par nous connaître un petit peu, c'est pas mal. Nous accepter surtout, même avec ces milliards de défauts. Bon, c'est comme ça qu'on est. Et étant conscient de tout cela, on va commencer à mettre une technique, pas 25. Pas 25 parce que sinon, vous serez découragé. Une seule, puis une deuxième. Et ça suffit. Déjà, ces 2-là, on va les travailler. Voilà. Et puis ensuite, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, 4e siècle avant Jésus-Christ, on a terminé la caisse à outils. Ben, vous avez la caisse à outils. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher tous les outils? Non, non, non et non. Vous irez chercher les outils qui vous plaisent. Ceux qui vous conviennent. Je vous prends 2 exemples. Obama, c'est 3 outils. Il n'y en a que 3. Tout le temps, ils reviennent. Voilà. Mais il est magnifique avec ces 3 outils-là. Ceux-là, vous voyez bien qu'il les utilise tout le temps et que ça marche bien. Il s'exprime bien. Si je prends le cas de Churchill, Churchill a écrit un livre à l'âge de 25 ans dans lequel il dit « Tout discours doit comporter 5 figures. » Toujours les mêmes. Vous allez lire le discours de Churchill. Il y a toujours les 5 figures. Est-ce que ça veut dire qu'il faut parler comme ça? Non. Voilà l'éloquence, je dis bien l'éloquence, la façon de parler d'Obama, la façon de parler de Churchill et la vôtre. Et la vôtre, qu'est-ce qui vous plairait? Et parfois vous dites, mais moi rien. Ah ben, mais parfait. Donc, ne travaillons que la membrure des phrases, le rythme, la cadence, que ce soit beau déjà pour l'autre. La beauté change le monde. En tout cas, on a bien compris que ça s'apprend d'être un bon orateur, d'être un orateur d'excellence, même j'ai envie de dire, parce que pourquoi ne pas aller vers le meilleur, et ça s'improvise pas. Donc dans ces formations, tu nous guides, tu nous prends par la main. Absolument, voilà. Vous aurez tout.
vous choisirez, donc exercice de liberté, ça c'est important. Donc vous voyez, on démystifie tout, hein, il faut pas, ah mais je dois, non, 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 non. D'abord on s'accepte soi, deuxièmement il y a deux règles, vous les aurez, deux règles, deux techniques, on travaille d'abord ces deux techniques-là, ça c'est la base, le B.A.B.A. Elles suffisent pour progresser toute sa vie avec ça vous allez progresser. Et après, au fur et à mesure, c'est ce que je vous souhaite. Avec ces deux premières techniques, vous allez prendre du plaisir. Mais vraiment, vous prenez du plaisir à 15 secondes, à 30 secondes. Oh, je l'ai réussi, qu'est-ce que c'est bien. Allez, on continue. Et puis, vous allez trembler, bien sûr. Parfois, vous aurez un peu de stress. Oui, mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir vivre et d'avancer dans ce pas à pas. Et puis, vous allez voir aussi, alors, je vous le souhaite, des yeux qui brillent, parce qu'ils ont compris, des bouches bées, parce qu'on est pendu à vos lèvres. Alors, c'est pas un orgueil du tout. Ça veut dire que, ça y est, vous parlez enfin. Vous êtes en relation. Le public est avec vous. Il vous suit. Quand je dis il vous suit, il suit vos propos. Attention, vous êtes comptable de son temps. C'est ce moment-là qu'il ne faut pas gaspiller. Ça reste vraiment la phrase que vous devez avoir à l'esprit avant de prendre la parole. Je pense que c'est vraiment important. Il y a une offre exceptionnelle pour vous ce soir qui nous regardez. Sincèrement, ces formations, moi, je ne peux évidemment que vous les conseiller puisque vous avez compris qui est Thierry, vous avez compris qu'il va vous embarquer dans son monde, il va vous embarquer dans son univers. Le tarif ce soir, il est de 242 € ou de 320. Bien sûr que, comme à chaque fois, vous allez pouvoir payer en 4 fois. Et cette offre, elle est valable pendant un court moment jusqu'au lundi 29 novembre à minuit. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes, vous avez bien compris, qui ne sont pas à l'aise, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à argumenter, qui n'ont pas assez d'impact, qui redoutent, bref. Et celles qui ont envie aussi, qui s'expriment bien et qui ont envie aussi d'aller plus loin. Vous allez donc bénéficier de l'expérience évidemment inédite de Thierry et c'est une formation que vous allez pouvoir suivre à votre rythme. Bref, c'est un nectar. Je vous la conseille, c'est vraiment un nectar de formation. On va prendre quelques questions et on va répondre bien sûr aux différentes questions qui sont là. Alors, je vais aller dans le chat. Oui, il y a Denise qui nous demande comment peut-on maîtriser la peur de la personne en face, les blancs arrivent et le stress. Alors, c'est une très bonne question déjà, Denise. Ceux qui vont vous dire, non mais c'est facile, fait comme ça, charlatan. Surtout pas. Alors en plus, sur VivoJo, surtout pas. Il y a des experts bien plus puissants que moi là-dessus. C'est la demande du travail sur soi. Je vous donne un petit conseil. Lorsque vous êtes stressé, c'est bon signe. Votre corps réagit. C'est superbe. Vous êtes en bonne santé. Il ne disparaîtra jamais, ce stress. Vous l'aurez toujours. Donc vous ne pourrez jamais le faire disparaître. En revanche, vous pourrez le maîtriser. On le maîtrise comment ? Vous pouvez le maîtriser en reprenant des sensations. La peur que vous avez, c'est une émotion, elle vous étreint. Il faut reprendre une sensation. Laquelle ? Ne fût-ce que votre respiration. Faisons l'exercice ensemble. Voulez-vous ? Regardez, on ne fait pas du yoga. Hein, on ferme les yeux. On va simplement inspirer une fois et ce que je vous demande, c'est de vous concentrer sur le flux d'air que vous allez sentir et auquel vous ne pensez jamais, le flux d'air que vous allez sentir et qui rentre d'abord dans votre bouche, dans votre gorge, qui descend dans les bronches et qui arrive dans les poumons, et puis ensuite qui fait le chemin retour. Vous vous concentrez là-dessus, c'est-à-dire que dans votre esprit, il n'y a plus que cette sensation-là. Vous avez senti comme l'air était encore frais quand il arrivait dans le bas des poumons. On repart dans l'autre sens, expire. Parfait. Que s'est-il passé maintenant ? Eh bien, vous êtes revenu au rythme du temps présent de votre corps. La sensation vous a ramené au moment présent. Et c'est exactement cette opération-là qui va réduire votre stress, qui va faire que vous allez le maîtriser. Alors, cet exercice-là, vous allez me le faire 20 fois par jour pendant 3 mois. Voilà. Eh oui, voilà, il faut s'y entraîner. Donc, c'est-à-dire, au travail, eh bien, vous faites 2 inspirations, mais vous savez que vous devez vous concentrer sur la sensation. Le moment venu maintenant,
quand vous serez en plein stress parce que vous devez prendre la parole, on reprend, on reprend. Et comme vous aurez fait l'exercice plusieurs fois, vous allez voir comme ça va être simple. C'est reparti. Et là, vous aurez ce bonheur fou de sentir que vous maîtrisez ce stress et que vous êtes prête. Toute la préparation que vous avez faite, elle est là, elle est limpide, elle est claire. Vous pensez à votre première phrase et on est parti. Si je peux me permettre, Thierry, je rajouterais, et je parle vraiment là de mon expérience télévisuelle, mais aussi de conférencière, quand il y a des moments de tension, parce qu'évidemment, ça nous arrive bien évidemment à nous aussi, tout le temps, et tant mieux. Je sais que je fais cet exercice aussi de respiration, mais aussi je me concentre, quand on a de la tension, c'est qu'on est complètement concentré sur soi. Et quand vous pensez à la personne qui est en face, quand vous pensez au public qui est là, ou les personnes en réunion, vous redonnez en fait du cœur à l'autre. Vous n'êtes plus sur vous, sur est-ce que je vais me tromper, est-ce que je vais avoir un blanc, je suis stressée, mais vous vous dites, ok, je vais faire le meilleur pour moi. Et rien que ça permet de mettre de la distance avec sa tension. Petite parenthèse d'une petite astuce que j'ai et qui marche extrêmement bien. On pense à l'autre et on revient exactement à ce que tu disais. Mais je vais prendre, merci beaucoup, je prends le conseil. Voilà, ça c'est du partage et du partage utile. Il faut que vous le testiez, ce que dit Laura là. Il faut que vous le testiez. Si ça marche, prenez-le. Cadeau, cadeau, cadeau. Merci Laura. Alors, il y a Sébastien qui nous dit, c'est intéressant ça, Thierry, nous voyons que vous vous exprimez également avec vos mains. Est-ce que c'est indispensable pour un bon orateur? Alors, donc ici, vous avez deux lectures de la chose. Vous avez d'abord les synergologues. Les synergologues, ce sont les spécialistes précisément des gestes, des fameux gestes qui nous trahissent. Les gestes, les synergologues vont vous dire, parlez plutôt avec les mains vers l'autre, parlez avec les paumes vers le ciel. Ils ont raison. Ils ont raison. Maintenant, voici, avant d'en arriver là, reprenons, si vous le voulez bien, la sincérité. Nous avons dit, la sincérité, c'est l'art de parler en étant aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je vis. Si je pousse la sincérité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de mes doigts et de mes mains, que fais-je avec mes mains? Mais faites avec vos mains ce que votre sincérité appelle à faire. C'est-à-dire, soit naturellement, vous ne faites pas de geste, n'en faites pas, regardez la conséquence. La conséquence, c'est que votre regard deviendra important. Puisqu'il n'y a pas de geste, il n'y a rien d'autre que du son et du regard. Vous faites des gestes de la main droite, soit, ce n'est pas top, mais c'est pas grave. Mieux vaut un défaut technique au départ, au prix d'une sincérité totale, plutôt que de vous obliger à être maladroitement vous-même, parce que ça, tout le monde va sentir que vous êtes à côté de vos chaussures, à côté de vos pompes, et ça, c'est le pire. Je préfère donc ceci. Mon pari est celui-là. Je préfère parier sur une sincérité, quitte au départ à avoir quelques défauts techniques, parce que nous gagnerons plus en vous ressentant sincère, plutôt que d'avoir des gestes techniques, mais où on ne vous reconnaîtra plus. Est-ce que ça veut dire pour autant que le geste technique juste, il faut s'en dispenser? Non, je dis simplement, apprenez-le avec le temps. Ce n'est pas en un jour que vous allez maîtriser cela. Je vous assure que non. Alors regardez maintenant, vous avez dit, je fais des gestes, oui, mais mes mains vont là où vont mes mots. Donc, du coup, peut-être n'aimez-vous pas les gestes, ça c'est autre chose. Mais jamais vous ne pourrez dire que mes mains disent autre chose que mes mots. Et du coup, elles sont aussi actrices de la sincérité du moment. Il y a une question de Julia qui plaît aussi à Mélania, qu'on salue. Comment exercer le volume de la voix? Alors ici, il faut vous entraîner. C'est une très bonne question. Entraînez-vous. Allez, on va faire l'exercice. Regardez, on va faire un crescendo suivi d'un temps d'arrêt brutal et puis on repart tout doucement. Mezzo voce derrière. Oui, mais seulement ça, il faut le préparer. Donc regardez, j'aimerais vous donner du courage. Voilà, c'est mon intenter la voix. Chaque fois que vous aurez besoin de courage, chaque fois que vous aurez besoin d'énergie, chaque fois que vous aurez besoin d'aller plus loin encore, de mettre un pied devant l'autre, de pouvoir avancer encore et encore, alors même que vous avez peur, alors même qu'à ce moment-là, vous doutez peut-être, n'hésitez pas, poursuivez encore. Il est évident qu'à ce moment-là, ce courage, vous le ressentirez.
voyez comme ça part tout seul. Hein. Oui, mais pour obtenir ces effets-là, il faut les répéter. Donc revenons en arrière, petit exercice, 3 minutes. Au début, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Mais petit à petit, vous allez maîtriser en fonction de votre intention. On n'augmente pas la voix parce qu'on veut l'augmenter. On augmente la voix parce qu'il y a une intention. Je veux absolument venir vous saisir là-haut. Mais ensuite, il faut que je redescende. Et vous voyez que là, dans la brutalité des volumes, cela devient saisissant et que là, vous pouvez le ressentir aux tripes. Alors maintenant, regardez, on reprend le tout début. La parole, la vôtre, elle est sincère ou bien vous en faites un effet de cirque? Personnellement, je la préfère sincère. Donc, c'est-à-dire que votre intention doit être à la mesure de ce que vous allez nous donner. Et à ce moment-là, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. On est loin à ce moment-là de, souvenez-vous d'Emmanuel Macron dans la première campagne où il hurle et on ne comprend pas pourquoi il hurle. On ne comprend pas. Oui. Non. Donc, voilà, un rien de bon sens dans la variation des volumes. Alors, on va prendre 2 dernières questions, parce que je vois que l'heure tourne. Attendez. Tac. Oui. Comment parler en cas de déstabilisation d'une question? C'est Abiba qui nous... J'ai pas compris. Comment parler en cas de déstabilisation d'une question? Il y a plusieurs formules ici. C'est une très bonne question, bien sûr. Il y a plusieurs formules. L'une des formules, c'est de reformuler la question. Si je vous dis, par exemple, vous gagnez bien votre vie, donc vous aimez le fric, vous aimez le pognon, vous aimez la richesse. Vous voyez, ce sont des mots qui agressent, ce sont des phrases qui agressent énormément. Et maintenant, je vais vous poser une question. Donc, vous n'aimez que le fric? Comment vous allez répondre à cela? Alors, regardez, si je reformule maintenant, si je reformule la question, si vous me demandez s'il est nécessaire de gagner sa vie, je vous réponds oui, il est nécessaire de la gagner. L'objet est ceci, de toute richesse, que va-t-on faire? Ça, c'est la vraie question. Vous voyez que reformuler... On remet de la douceur dans la question. Pardon. Oui, et puis même, ça me met plus à l'aise parce que je remets la question dans mon schéma intellectuel, pardon, et dans mes mots, et dans mes idées. Allez, on termine avec Kevin qui nous dit « Merci pour ce webinaire, merci à vous, il y a plein de gentils mots, de remerciements, je voulais t'en faire part, Thierry. Je prépare toujours mes prises de parole, mais lorsque vient le moment de prendre la parole, je n'arrive jamais à restituer. J'oublie les mots et souvent les idées les plus importantes. Comment venir à bout de cela ?» Ça, c'est voilà, fondamentale question. Oui. Ici, reprenons la base, le début. Que voulez-vous que l'autre retienne? Quelles sont vos idées majeures? Attention, une idée tient en un mot ou bien tient en une phrase simple. Regardez, nous allons le faire ensemble facilement, très aisément. Tout petit exemple. Je vais partager avec vous, voilà, 3 vertus. Mesdames et messieurs, ma première idée sera donc l'humilité, ma deuxième idée sera la sincérité et la troisième idée sera le courage. Vous voyez, attention, humilité, sincérité, courage. Nous sommes prêts? Voilà, ça c'est ce que j'ai en tête. Humilité, sincérité, courage. Chers amis, bonjour. Merci beaucoup d'être sur Vive votre jour. J'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est que pour bien parler, vous devez d'abord être humble et indulgent avec vous-même. Vous ne serez jamais parfait. Humble veut dire « je ne suis que comme ça ». Humble, c'est la même racine que humus, c'est le terreau. C'est ce qui fait que là-dessus, tout peut renaître. Deuxièmement, la sincérité. Est-ce difficile d'être sincère au moment où vous parlez, de penser à ce que vous dites, de le dire avec ce que vous êtes? Troisièmement, le courage. Le courage d'être soi. Le courage
de pouvoir accepter sa singularité et de tout miser sur cette particularité qui est la vôtre et qui fait qu'on viendra vous écouter pour cela et vous entendre et peut-être même serez-vous persuasif. Voyez-vous, vous avez vu, on est parti de 3 idées, 3 mots. Je dois passer par les 3 mots. Sur les 3 mots, je dis quoi? Voilà. Et on répète. Ça vous est déjà arrivé. Ah bah oui. Mais c'est vrai que c'est un très bon conseil. C'est vrai, sa première phrase et sa dernière phrase, c'est essentiel. Avant de terminer, justement, je voudrais vous laisser la parole dans le chat, la parole à travers un mot. J'aimerais que vous dites-nous quel mot vous retenez de ce webinaire, mais en 1 ou 2 mots, pas plus, parce que je ne pourrais pas tout lire, bien évidemment. Vous êtes, je vous rappelle, 4500. Donc, juste, on va voir si on a bien cerné tout ça. Est-ce que vous retenez véritablement de ce webinaire? Alors, Christine qui nous dit le ton de la voix est fondamental. Je retiens un seul mot ce soir, c'est rester authentique, sincérité. Je te les lis, hein, grandiose, s'aimer, humilité, excellent, être simple, être soi et pratiquer l'authenticité. Tout est là, hein. Confiance, travail, libération, compréhension, donner de l'importance, humain, utile, intense, le regard franc. Merci à vous. Voilà, je vais vous laisser continuer. Évidemment, vous pouvez écrire. Thierry, vous savez, il va pouvoir regarder. Sylvia, être soi, parler authentique, oui. Thierry va pouvoir, et on va pouvoir continuer à lire, bien sûr, dans le chat de ce webinaire. Je voulais juste vous remercier infiniment tous d'avoir été là ce soir. Merci pour tous vos mots, toutes vos questions, d'être là avec nous, de votre confiance. Thierry, est-ce que tu souhaites terminer sur quelque chose qui est important pour toi? On a essayé de résumer, bien sûr, on pourra en parler pendant des heures. C'est ta passion, c'est aujourd'hui ton métier, c'est vraiment cette aventure. Tu as plein de choses encore et pléthore à nous dire là-dessus. Mais écoute, tout est dans la formation pour toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Mais peut-être un mot. Peut-être deux paix, persévérance et plaisir. Fixez-vous encore une fois des tout petits objectifs. Grâce à quoi faites-vous plaisir? Ils sont atteints. Cochez la case. Qu'est-ce que c'est agréable? Et on refera un petit exercice plus tard, dès que vous le souhaiterez, dès que vous serez en forme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne vous découragez jamais. La parole, encore une fois, est une école d'humilité. Nous parlons toujours en deçà de ce que nous pouvons parler. Et ça, nous le devons à l'autre, nous le devons uniquement pour l'autre. Donc, une fois qu'on a compris ça, je peux vous assurer que les choses changent. Je n'utiliserai plus les mêmes mots. Je vais tenter de les faire beaux, ces mots-là, de les habiller, de les donner. C'est ainsi qu'on rend le monde plus beau. Albert Camus disait l'inverse, il disait « Quand on choisit les mauvais mots, on fait le monde un peu plus laid. Tentons simplement entre nous, mais par des tout petits efforts et pas de grands effets, à faire en sorte qu'entre nous, ce soit si bon. » C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, merci pour cette beauté. Thierry, c'est un plaisir, c'est un bonheur de partager avec toi. J'ai vraiment eu de vrais moments d'émotion parce que, évidemment, c'est un métier qu'on partage tous les deux et on a envie d'aller vers ce beau-là. On fait avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on ressent, avec notre émotion. J'espère que vous avez apprécié en tout cas nos partages et j'espère que vous allez poursuivre justement et persévérer dans cet art oratoire. Merci infiniment, merci beaucoup à vous tous. Je vous rappelle que vous aurez le replay de ce webinaire dès demain dans votre boîte email. Toute l'équipe de Vivo Gojo est là pour vous accompagner à travers les informations, bien sûr, sur les formations de Thierry. On vous souhaite à tous une excellente soirée, une très très belle fin de soirée. Merci beaucoup, on vous souhaite une belle nuit et je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup Laura, bonsoir à tous, merci. Bonsoir.